Bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne. Merci de nous rejoindre pour ce débat consacré aux élections départementales. On vote les dimanches 20 et 27 juin prochains, double scrutin avec les régionales. Nous sommes ensemble pendant près d'une heure pour évoquer la Marne, le département le plus peuplé de Champagne-Ardenne. Compte tenu des règles du CSA qui nous imposent l'équité, sur ce plateau, 4 candidats représentatifs des forces politiques engagées dans ces élections. Nous ne parlerons donc pas de leur canton, mais de la vision de leur parti pour le département. Et je rappelle que ces élections sont mixtes, un scrutin binominal homme-femme. Adoum Belaranctank, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale sortante de la gauche républicaine et socialiste et candidate sur le canton de Reims 2 en binôme avec Julien Sazi d'Europe Écologie Les Verts. Face à vous sur ce canton, Dominique Gobillon du RN en duo avec Julie Pexotto, RN aussi. Christine Franzin des Républicains est en tandem avec le divers droite Claude Gachet. Le conseiller départemental sortant socialiste Christian Bonza se présente aux côtés de Nathalie Malberg du PS également. Et pour ce débat, Adoum Belaranctank, vous porterez la parole du Printemps Marnais. Ce collectif réunit plusieurs partis de la gauche. Est avec nous également le président sortant d'Hiver Droite, Christian Bruyens. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes candidat sur le canton de Dormans, paysage de Champagne. Marilyn Vulblet d'Hiver Centre est votre binôme. Face à vous sur ce canton, Antoine Scafard pour le Rassemblement National, en duo avec Gabriel Vidal, RN aussi. Véronique Dupont d'Europe Écologie Les Verts a pour tandem Victorien Paté de la France Insoumise. Pascal Air, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional sortant du Rassemblement National et vous vous présentez aux côtés de Claude Amélie, RN également, dans le canton de Vitry-le-François Champagne-Eder. Face à vous, René Mautret de La République En Marche, en tandem avec Catherine Vega du Parti Socialiste. Gaël Chailloux du Parti Communiste Français a pour binôme Jean Duterte du PCF également. Lydie Festuo, sans étiquette, est en duo avec Cyril Triolet d'Hiver Droite. Et enfin, Brigitte Hans, sans étiquette, se présente aux côtés du centriste Sébastien Mirgaudin. Et également autour de la table ce soir, Peter L'Enfant de La République En Marche. Bonsoir. Alors, vous êtes candidat sur le canton de Reims 1. Votre binôme est la diversante Rafida Inkata-Siato. Face à vous, sur ce canton, l'écologiste Fanny Lévy, en duo avec le conseiller départemental sortant LR Stéphane Lang. Et enfin, Evelyne Bourgoin, sans étiquette, a pour binôme le socialiste Jérémy Stark. Voilà donc pour les présentations. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on rappelle les modalités du scrutin pour ces départementales avec cette petite vidéo animée. Depuis 2015, le Conseil général est devenu le Conseil départemental. La Marne compte aujourd'hui 23 cantons et désormais on n'élit plus un seul conseiller général mais un binôme de conseillers départementaux, une femme, un homme, parité oblige, et un binôme mixte de remplaçants. On compte aujourd'hui 46 élus au Conseil départemental de la Marne et pour être élu au premier tour, 2 conditions, obtenir plus de 50% des voix exprimées et au minimum 25% des voix de tous les inscrits. Pour passer au second tour, il faut cette fois rassembler au moins 12,5% des voix, là encore des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si aucun des candidats ne franchit cette barre, seuls les 2 premiers sont qualifiés pour le second tour, lequel second tour voit logiquement la victoire du candidat qui arrive en tête. L'action sociale est l'une des principales compétences du département. Cette année, 322 millions d'euros sont dédiés à la solidarité. C'est plus de la moitié du budget total avec la pandémie mondiale. Faut-il repenser l'action sociale, Adoum Belaranctank? Comment la gauche que vous représentez compte mieux aider les personnes âgées? Le Printemps Marnais, en fait, propose un projet face à cette urgence, bien évidemment, éminemment de justice sociale pour toutes et pour toutes. Pour les personnes âgées, la réflexion que nous avons menée collectivement est surtout sur l'habitat partagé, de nouvelles propositions d'habitat, car nous en manquons cruellement d'offres alternatives pour permettre à nos aînés de poursuivre le plus longtemps possible leur vie et leur bien-être dans leur logement.
Aller vers plus d'autonomie aussi, Pascal Air, pour le Rassemblement national. Vous êtes d'accord ? Alors nous, l'action sociale, d'abord, pour nous, en tant que Rassemblement national, c'est priorité aux Français d'abord, bien évidemment. Et dans le plan départemental d'insertion de M. Bruyens, il y a des dispositions qui favorisent l'immigration, notamment pour apprendre le français, pour leur permettre d'être embauchés plus facilement que bien d'autres chômeurs sur le territoire national. Concernant les personnes âgées, eh bien, nous proposons de développer les familles d'accueil, non pas pour les enfants, mais pour les personnes âgées. Ce sont des initiatives locales qui existent un peu partout en France. Et nous estimons que dans notre département, nous pouvons faire un maximum à ce sujet-là, d'autant plus que quand on regarde les aides à la personne, j'ai comparé sur le site du ministère de l'Intérieur les dépenses par habitant de la Marne et de la Strate, la moyenne de la Strate, vous savez, entre les départements équivalents, entre 500 000 et 700 000 habitants, eh bien, pour la Marne, c'est 260 € par habitant. Pour la moyenne, c'est 303 €. Autrement dit, on peut faire beaucoup plus en la matière. Les appartements partagés, donc, c'est une idée que vous pourriez retenir, Christian Moyen ? Écoutez, déjà, nous consacrons 322 millions d'euros aux solidarités, et notamment donc vers les personnes âgées. 70% du budget, c'est dire combien nous y sommes attachés. Au niveau des personnes âgées, il y a à la fois les personnes âgées qui souhaitent rester à domicile, et dans ce cadre-là, nous avons des actions pour améliorer le logement, pour l'adapter aux conditions de vie de ces personnes. Et puis on a des établissements, depuis des EHPAD jusqu'aux résidences autonomie. Globalement, c'est un département où il y a plus d'offres de places que dans beaucoup d'autres départements. Cela dit, il faut toujours faire mieux. Mais ce qui est important, c'est que ces schémas d'avenir que nous allons construire, que nous faisons évoluer régulièrement, ce soit fait avec nos partenaires, et notamment les partenaires associatifs. C'est comme ça que nous avons toujours envisagé nos actions, et c'est comme ça que nous le ferons à l'avenir. Quant au fait que nous accompagnons des personnes qui ne sont pas forcément de nationalité française, c'est dans le cadre de ces politiques, notamment de prise en compte des migrants. C'est une obligation. Personne ne peut dire demain nous ne le ferons pas. C'est une obligation, et ceux qui ne voudraient pas le faire seraient contraints de payer la note, et ce serait vraiment beaucoup plus cher. Alors non, pas du tout. Il y a des départements en France qui sont accusés par France Terre d'Asile, par exemple, de ne rien faire pour les migrants étrangers. Eh bien, nous pouvons faire la même chose. Moi, je vais vous dire, moi, je serais président du département. En tout cas, je prendrais mon bâton de pèlerin pour aller voir le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et même le président de la République pour qu'ils prennent contact avec les pays des ressortissants, pour qu'ils reprennent leurs ressortissants en question. Non, pas du tout. Parce que pour nous, le rôle d'un président de département, c'est pas uniquement de gérer des dossiers. C'est d'abord un rôle politique, d'influenceur, un rôle politique. Peter L'Enfant, que répondez-vous à M. R ? Donc vous êtes en dehors des compétences du département. Effectivement, c'est une initiative législative qui doit prendre le pas sur votre action. Mais effectivement, on fait le constat. Aujourd'hui, la France est lacunaire en termes de traitement de notre immigration. Mais on peut encore agir. Vous avez des leviers, effectivement, mais pas les vôtres. Malheureusement, pas les vôtres. Alors, quel levier pour vous ? Après, c'est au niveau législatif. Donc moi, à notre niveau, nous avons une marge de manœuvre assez limitée. Mais si c'est seulement aller voir son député, son sénateur, je vous encourage à le faire, bien entendu. Alors, on va revenir justement sur la question de nos aînés. Que nous a appris finalement la pandémie ? Où sont les failles ? Qu'est-ce que le département peut faire pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées ? Je pense que déjà, au-delà de la pandémie, il y avait déjà des failles. Il y a des failles tout simplement par manque de clarté. Aujourd'hui, le schéma gérontologique de la Marne manque de clarté. Il faut le rendre plus lisible. Et tout simplement, ça, on peut prévoir un guichet unique dès son entrée, donc finalement à 60 ans. On peut une espèce de boussole qui permettrait d'aiguiller chaque personne ou chaque citoyen. Et au-delà de ça aussi, il faut absolument travailler sur les résidences intergénérationnelles. Aujourd'hui, Alors vous êtes d'accord sur ce sujet, j'ai l'impression. Oui, bien sûr, parce que c'est un constat aussi du terrain. Aujourd'hui, 70% seulement des résidences autonomie sont occupées. Donc, on peut très bien envisager de réserver ces 30% restants à des jeunes, et pourquoi pas à des jeunes en social. Andou Mellerstein, vous êtes d'accord ? Non, en fait, concernant nos aînés, ce qu'on peut relever pendant la crise pandémique, c'est surtout ce phénomène d'isolement et de glissement dans les EHPAD. Et d'ailleurs, très souvent, quand nous allons vers les acteurs de terrain, ils nous expliquent qu'on manque cruellement de moyens humains, de moyens financiers dans nos EHPAD. Et ce phénomène de glissement était fatal pour nombre d'entre eux, d'où des solutions alternatives pour briser cet isolement. Alors, une solution
S'il y avait une solution. Eh bien, cet habitat alternatif, vous voyez, par exemple, à Mardeuil, il y a eu la mise en place d'une MARPA, donc un petit village avec au centre une maison d'accueil partagée. Et là, dans cet espace, les personnes en manque d'autonomie ne souffrent plus d'isolement comme elles ont pu l'être dans nos EHPAD. Et malheureusement, ce phénomène de glissement est quelque chose d'extrêmement difficile quand on manque de personnel et de moyens dans nos EHPAD. Un avis sur cette Quand j'entends que notre schéma gérontologique est complexe, mais écoutez, il est complet parce que à chaque situation correspond une réponse différente. C'est cela qui fait que ce schéma, il comporte énormément d'actions. Maintenant, par rapport à cette crise sanitaire, ce qu'elle a révélé, c'est que ce qu'il faut, c'est agir de manière rapide et en proximité. Et c'est ce que le département a fait. Ça a été reconnu, notamment par rapport aux EHPAD. Donc, ce qu'il faut, c'est cette capacité à agir encore plus pour être au plus proche des attentes de nos concitoyens. Vous avez réagi à court terme par rapport à une pandémie mondiale. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le long terme ? Bien, sur le long terme, il faudrait simplement qu'au niveau des administrations centrales à Paris, on nous laisse beaucoup plus de marge de manœuvre pour envisager des actions que vous avez évoquées. Oui, pourquoi pas des habitats alternatifs en plus grand nombre ? Il y en a déjà, encore une fois, le nombre de places, il est important dans la Marne. Mais ce ne sera possible que si nous avons des possibilités d'expérimentation qu'aujourd'hui les administrations centrales nous refusent. Tout est régenté depuis Paris et on n'a pas cette capacité à pouvoir intervenir, encore une fois, pour régler des situations individuelles qui sont toutes différentes les unes des autres. Vous pensez que vous n'avez pas assez la main sur le sujet, justement, de la prise en charge des personnes âgées, monsieur R ? Écoutez, quand j'entends M. Bruyens, il a peut-être raison sur les constats, mais je constate quand même une chose, c'est que ceux qui sont à l'origine de ces problèmes structurels, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle, ce sont les partis de droite et de gauche qui sont au pouvoir depuis 50 ou 60 ans. Donc, de ce côté-là, il se plaint des conséquences des causes politiques qu'il défend. Sinon, concernant les personnes âgées, l'isolement existait déjà avant la pandémie. La pandémie est un révélateur, mais l'isolement existait déjà. On sait qu'il y a des personnes âgées qui meurent même chez elles sans que personne s'en soucie. Bien, nous, ce que nous voulons, c'est reconstruire le lien social entre les Français, entre les générations, et nous voulons en priorité axer sur les personnes âgées et les personnes handicapées également, dont on ne parle jamais. Et nous voulons non seulement développer le maintien à domicile, mais également les familles d'accueil pour les personnes âgées. C'est très important, ça n'existe quasiment pas dans la Marne, même peut-être pas du tout. Et nous voulons aussi un contrôle plus serré des EHPAD, parce que la maltraitance chez les personnes âgées, contre les personnes âgées, ça existe et il faut y remédier. Alors, vous l'avez dit, les personnes en situation de handicap, l'aide à l'enfance, le département agit aussi pour les bénéficiaires du RSA, du revenu de solidarité active. Quelle serait votre mesure phare au niveau de l'emploi ? Comment le département peut aider les personnes qui recherchent un emploi ? À juste titre, la semaine dernière, Monsieur le Président était en train de signer le service public de l'insertion et de l'emploi, donc, qui a été développé par le gouvernement. Aujourd'hui, bien sûr, j'encourage vivement, et c'est une partie intégrante de mon programme, à le déployer le plus rapidement possible sur notre territoire. C'est un service public qui prend en compte, qui est multisectoriel. Quand on étudie finalement le cas d'une personne, on regroupe aussi bien, ce soit l'ACAP, Pôle emploi, l'URSSAF, et on fait de l'ergonomie, si vous voulez, de notre politique publique sociale. L'emploi, Anoumela Einstock ? Alors l'emploi, mais pour nous surtout l'insertion. Pour revenir sur ce plan, encore une fois, il s'agit de nous imposer des règles et de nous dire à quel endroit nous devons flécher l'insertion. Et c'est vrai qu'on doit nous laisser cet espace d'expérimentation. Et pour le printemps marnais, l'insertion, c'est développer et renforcer une diversité en fait de l'insertion. Pour l'instant, les chantiers d'insertion sont fléchés un peu sur les mêmes objets. Il faut des partenariats dans le monde de la culture et dans d'autres, par exemple, extrêmement important, l'emploi vert, qui est la transition énergétique, est une opportunité extraordinaire pour développer l'emploi dans notre bassin et également développer les chantiers d'insertion dans l'emploi vert, des chantiers également, ce qu'on appelle des jardins d'insertion. Mais nos publics, ce sont ces publics qui sont éloignés de l'emploi, et en diversifiant, en renforçant nos chantiers d'insertion, nous
pourrons les accompagner sur l'emploi et bien sûr développer l'emploi vert dans notre département. Emploi, écologie, on peut lier tout cela, Monsieur Moyen ? Mais pourquoi pas ? Je voudrais revenir donc sur ces bénéficiaires du RSA et sur cette notion d'insertion. Effectivement, j'ai signé pour ce service public de l'insertion et de l'emploi parce que tout ce qui peut contribuer à remettre les gens avec des perspectives professionnelles, c'est comme ça qu'on les sortira d'une précarité dans laquelle il ne faut absolument pas qu'ils s'installent. Et ça fait des années qu'on le fait. Là, simplement, on espère faire plus encore. L'insertion, depuis des années, comment ? Des chantiers d'insertion. Et surtout, cette plateforme Active 51 qui a permis de mettre en relation des bénéficiaires du RSA avec des entreprises qui recherchaient de la main-d'œuvre. Il y a des résultats concrets. En 3 ans, ce sont 2500 bénéficiaires du RSA que nous avons remis dans l'activité professionnelle. Donc ce sont vraiment des réussites. Nous, l'insertion, elle passe par l'emploi. C'est une évidence. C'est pour ça que c'est ce qui nous mobilise aujourd'hui. Monsieur R, rapidement avant qu'on passe à notre deuxième partie. J'entends souvent parler d'insertion, mais moi, ce que je regarde, c'est l'efficacité des actions entreprises. Alors, je suis allé sur le site du département et j'ai vu pour 2018, par exemple, il y a les bénéficiaires du RSA en accompagnement global sortis à l'emploi dans l'année. Ils étaient 251, mais sur combien d'entrées ? 871. Autrement dit, il n'y a même pas un bénéficiaire du RSA sur 3 qui trouve un emploi grâce à l'action du département. Donc je dis qu'il y a encore beaucoup à faire en la matière. Et je signale quand même que s'il y a autant de RSistes aujourd'hui, c'est parce que nous subissons les conséquences d'une politique nationale menée par les partis de droite et gauche qui mènent à la catastrophe. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de foyers bénéficiaires du RSA. Je crois qu'il y en a plus de 15 000 dans la Marne. Hein. Donc ça, c'est grave. Une précision, avant qu'on passe à la deuxième partie, rapidement une précision. C'est en baisse, il n'y en a pas plus de 15 000, il y en a un peu plus de 14 000 aujourd'hui. Et les chiffres annoncés sont faux, c'est simplement les personnes qui sont en suivi globalisé, c'est-à-dire un suivi avec nos partenaires, Pôle emploi en particulier, la CAF et d'autres. Et donc, je redis, 2500 personnes sorties de la précarité par l'emploi au fil de ces 3 dernières années grâce aux actions du département en matière d'insertion. Moi, j'ai le budget 2021, la plaquette du département, insertion, combien de foyers bénéficiaires du RSA ? 15 163. Alors, il faudrait comprendre. Aujourd'hui. Et 2000 sur 15 000, c'est pas énorme. 14 000 aujourd'hui. Ok, on aura compris. Allez, on poursuit si vous le voulez bien. Intéressons-nous maintenant au collège. 28 000 collégiens dans la Marne, dont 21 000 dans le public, 47 établissements publics. C'est suffisant ? Trop pour accueillir l'ensemble des élèves du département, Peter L'Enfant ? Oui, pour le moment, je pense. C'est suffisant ou trop ? C'est suffisant. Je pense que là, il faut se concentrer effectivement sur la réhabilitation déjà de nos collèges. Il faut les rendre encore attractifs, mais je pense que... Mais ils ont été, ou ils sont tous en cours de rénovation sur ce terrain-là. Mais exactement, il faut absolument poursuivre aussi, poursuivre dans cette voie-là. Et il y a encore beaucoup de choses à faire sur nos collèges. Et là, c'est ici que je rebondis aussi sur Qu'est-ce que vous aimeriez faire, vous ? Tout simplement, je pense qu'il est temps que le développement durable, et je choisis bien mon mot, je parle de développement durable, il est temps qu'il entre dans nos collèges. Donc tout simplement, il faut... Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Non. On ne parle pas du tout d'écologie dans les collèges ? C'est très succinct. Là, le but, c'est de créer une initiative qui vienne du terrain, que eux-mêmes, nos collégiens, s'approprient le développement durable en leur permettant d'avoir finalement une enveloppe. Et à l'instar du tri sélectif, on l'a vu, ça a très bien fonctionné. On a éduqué nos enfants pour que ça puisse revenir dans les familles. Et là, c'est exactement le même principe. C'est comment on leur donne les moyens, aussi bien de créer un potager ou des initiatives concrètes dans leur établissement. Adoum Bellerenstein, un mot ? Concernant les collèges, effectivement, nous sommes assez bien dotés dans la Marne, mais cela cache quand même quelques inégalités. C'est-à-dire que dans certains secteurs, effectivement, on peut trouver 20 collégiens par classe, et ce qui est très bien pour pouvoir apprendre correctement. Par contre, il faudra, lors de la prochaine mandature, réfléchir avec nos partenaires. Il y a une forme de tension sur le bassin Châtillon, avec l'expansion de Besançon, Châtillon, Besançon, Cormontreuil. Donc, il faut être attentif au collège de Coubertin et Fort, qui parfois, durant l'année, en fait, le collège Coubertin, on est déjà à 28 élèves, 31 parfois lors des inscriptions. Et il y a une forme de tension. Et pour reprendre effectivement le développement durable, vous l'avez dit, il y a une grande rénovation de nos bâtiments, mais il faudrait être plus volontaire et proposer un plan de transition pour nos collèges. C'est-à-dire que nos collèges, certains sont des passoires thermiques, malheureusement, et engager, comme c'est le cas dans d'autres départements, une rénovation qui permette qu'ils soient en énergie stable. Et en fait, c'est
c'est une bonne chose, car cette énergie non dépensée, cet argent non dépensé, c'est du budget de fonctionnement qu'on peut réutiliser. Monsieur Bruyant, donc vous êtes le président sortant, je le rappelle. Que répondez-vous ? Écoutez, par rapport au collège, je peux dire que nous ne ferons pas évoluer la quantité de collèges dans la Marne, 47 collèges aujourd'hui, 47 demain. Après, il y a effectivement des endroits où il faut regarder par rapport au taux d'occupation des établissements. Nous avons commencé à le faire cette année à Châlons-en-Champagne. Et puis ici à Reims aussi, sur certains collèges. Il est prévu, on l'a dit avec le maire de Reims, l'année prochaine, nous engageons les choses pour qu'on puisse adapter la quantité d'élèves dans nos différents collèges pour que ce soit acceptable. Après, sur l'écologie dans les collèges. Alors, il y a trois choses. Je me permets juste de donner la parole à monsieur R. On y revient après, justement, comment on fait pour faire rentrer l'écologie dans les collèges. Merci. On l'aborde après. Monsieur R. Alors, vous m'avez Est-ce qu'il faut demandé la plus ou moins vision de du collèges ? RN. Nous, il y a 59 collèges, puisque j'oublie pas quand même les collèges du privé, je crois qu'ils sont une douzaine, donc ça fait quand même 59 collèges. Nous, la priorité des priorités pour les collèges, c'est le rétablissement de la sécurité là où c'est nécessaire. Alors la sécurité, ça ne fait pas partie de la compétence du département. Alors, on n'arrête pas de nous dire ça, mais quand je vois le département qui intervient, qui donne de l'argent dans des domaines de hors compétences, comme les grandes écoles, 16 millions depuis 2014, Vatry, un gâchis financier, 16 millions, ça fait 32 millions qui auraient été plus utiles pour les collèges, pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées et les pompiers. Alors nous, la sécurité dans les collèges, parce que récemment, j'ai appris qu'une gamine avait été menacée dans un collège des environs de Châlons par une de ses collègues, une autre élève, avec un couteau. Je trouve inadmissible qu'on se balade dans les collèges avec des couteaux. Donc nous voulons plus de sécurité. Nous installerons. Et concrètement, ça sera des portiques de sécurité pour détecter les métaux, les couteaux, par exemple. Ça sera plus de caméras vidéoprotection, par exemple. Des portiques de sécurité, Peter L'Enfant, sont nécessaires dans les collèges aujourd'hui ? Écoutez, avec le Rassemblement national, c'est assez récurrent. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas compétent. En plus, les vidéosurveillances... Alors sur les équipements, ça relève de... C'est dans le code général des collectivités. Oui, et dans le code de l'éducation. Ça reste à l'appréciation quand même du chef d'établissement. Et pas au chef d'établissement de décider de la sécurité des enfants, c'est d'abord politique. Au-delà de ça, tout simplement, déjà la CNIL nous interdit de prendre en vidéo les élèves lorsqu'ils sont dans les lieux de vie lieux de vie, donc salle de classe, cafétéria ou voilà. Donc, vous n'allez absolument pas régler. Donc oui, vous allez sécuriser peut-être effectivement les bâtiments en dehors des heures de cours, mais vous n'allez absolument pas répondre à une priorité de sécurité. Absolument. Ça a été réclamé depuis des années par M. Xavier Darcos, par exemple, par M. Sarkozy à l'époque. Monsieur Il n'y a Bruyant, rien d'extraordinaire, il faut le faire, c'est tout. Les établissements scolaires sont des établissements éducatifs, ce ne sont pas des prisons ou des ministères de la Justice ou je ne sais quoi. Simplement, il faut être vigilant. Et c'est pour ça que, progressivement, nous installons des dispositifs de vidéoprotection, simplement pour faire en sorte de s'assurer que les entrées dans les établissements correspondent bien à des gens qui doivent y être. Alors aujourd'hui, si je comprends bien, il y a des caméras à l'entrée de certains collèges ? Dans certains établissements, quand vous voulez entrer, vous avez une sonnette et la personne qui est à l'accueil doit vous identifier pour savoir si vous pouvez ou non entrer, de façon à ce que ce soit bien les équipes éducatives dans leur globalité et les enfants qui puissent entrer. Simplement cela, et ça se limite à ça. La sécurité, effectivement, oui, mais comment c'est pas notre ressort. Ils connaissent tous les collégiens de l'établissement ? Comment reconnaître le visage de tel ou tel collégien ? Je vous assure que effectivement, dans les établissements, on a entre 200 et 500 élèves et il faut quelques jours pour s'assurer que ce sont bien ceux-là. Vous pouvez présenter une carte. Et donc, il y a des établissements, mais on ne le fait pas partout. On le fait dans les établissements où les chefs d'établissement nous l'ont demandé comme une priorité. Donc, progressivement, on le fait, mais ça se limite à ça. Il est hors de question d'installer des portiques. Mais je voudrais revenir sur l'écologie dans les collèges. C'est juste après. Je vous en Allez, prie. un dernier mot pour vous sur cette partie et on parle après de l'écologie. Exactement. Sur la question de la sécurité, la seule réponse pertinente où nous avons la main, c'est la prévention. Alors, nous accompagnons les publics de la petite enfance jusqu'au collège. Il suffirait de mettre plus de moyens pour accompagner la petite enfance, des éducateurs pour la protection de notre enfance. Et puis au collège, pourquoi pas mettre un plan de lutte contre le harcèlement scolaire et contre les violences. La prévention, l'éducation, oui, nous l'avons dans notre main. Peter L'Enfant, vous avez un petit peu de temps sur cette question. La prévention, vous partagez le point de vue... Oui, effectivement, je pense que là-dessus, on peut au moins se rejoindre. Beaucoup de choses, une fois que le mal est fait,
il est fait. Donc, si on peut prévenir, effectivement, en allant à leur rencontre déjà des collégiens, aussi en étant en contact des familles. Donc, effectivement, le gouvernement a déjà aussi penché sur la question où on met en place des éducateurs qui vont aller aussi sur les terrains et recréer ce lien entre et le collège et les familles. Donc, oui, sur un certain côté, je peux concevoir. Un mot sur les équipements, avant de parler de l'écologie, on en parlera, sur les équipements notamment numériques. Est-ce qu'ils sont à la hauteur ? Le Covid, les cours à distance ont mis en lumière des disparités parfois entre les élèves. On en est où aujourd'hui ? Alors je vous pose la question, Monsieur Bruyant, et on va faire un tour de table assez rapide pour avancer après. Alors s'il faut être rapide, un plan sur 3 ans, 7 millions d'euros d'investissement pour le numérique dans nos 47 collèges. Et on n'oublie pas les collèges dits privés, puisque nous les accompagnons simplement dans le cadre des lois Fallou. Et la prévention, effectivement, c'est important. C'est la compétence de l'Éducation nationale qui fait des actions dans ce sens, je le dis, mais ce n'est pas du département. Monsieur R. Non, nous, on n'a pas la même vision du politique que M. Bruyant. M. Bruyant est un gestionnaire de dossiers, dans le cadre de ses compétences légales obligatoires ou extra-compétences d'ailleurs, puisque quand on intervient pour les grandes écoles, qu'on leur donne des millions chaque année, comme à la Fondation Sciences Po ou à Supélec, j'ai rien contre, mais ce n'est pas au département de payer. Cet argent serait plus utile, notamment pour les collèges, où nous proposons aussi comme autre mesure de sécurité, face à la recrudescence des épidémies, d'installer dans chaque salle de classe des purificateurs d'air, comme ça a été proposé d'ailleurs au niveau de la région et comme ça existe dans certains endroits en France. Anou Larenstank, équipements numériques, ils sont suffisants ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? En fait, cette crise sanitaire, ce qu'il faut vraiment en retenir, et surtout sur tous les plans, c'est qu'elle nous a montré les graves disparités entre les publics. Alors, concernant le numérique, effectivement, il y a des secteurs, des collèges où malheureusement, les familles en grande précarité ne sont pas dotées. Et les cours en distanciel, que ce soit les enseignants ou les parents d'élèves, nous ont effectivement alertés sur cette difficulté. Donc, il faut effectivement aider nos collégiens à avoir tous l'équipement numérique nécessaire pour pouvoir avoir une qualité de cours équitable. Un parc rénové ou en cours de rénovation, le collège-université. Allez, un mot sur le collège-université, par exemple. Il a fait grincer un peu des dents pour son surcoût, 12 millions d'euros en plus nécessaires. Vous comprenez ce choix, Pascal R ? Je voudrais déjà savoir qui finance. Le département. Uniquement le département. Est-ce que c'est le rôle du département de s'occuper d'autre chose que des collèges ? C'est un collège. Le collège, oui, mais collège-université, ça sous-entend beaucoup de choses, je suppose. Il y a des collégiens. Oui, il y a des collégiens, mais après... Précise à M. R que c'est le nom que porte ce collège. Il y a des collèges que l'on va refaire, le collège François-Legros, le collège Brossolette. Il y a un collège que nous venons de terminer, le collège de Pont-Faverger. Et là, il y a le collège dit université que nous sommes en train de faire dans un patrimoine historique remarquable, ce qui justifie un coût un peu supérieur. Peter L'Enfant, collège-université, il fallait mettre 12 millions en plus ou pas ? Il fallait, je pense que si on avait pu s'en passer, on l'aurait fait. Là, effectivement, les fonds ont été débloqués. Il fallait qu'ils soient rénovés dans tous les cas. Après, le montant, malheureusement, c'est la conséquence de, on a accumulé du retard, on a accumulé tout ça. Mais sur le fond, oui, il devait être rénové. Pour être très clair sur le collège-université, bien sûr que c'est notre mission de rénover les collèges, mais précisément sur le collège-université, pourquoi cette enveloppe supplémentaire et quand dans l'opposition, nous l'avions dit, c'est parce que effectivement, c'est le volet patrimonial. Et là, nous avons regretté que la ville de Reims et le Grand Reims ne participent pas à ce volet patrimonial. La question, elle est là. Effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas dû être aidé par ces deux collectivités ? Ce n'était pas seulement au département de payer pour vous. Refaire le collège, oui, mais là, on sait pertinemment qu'il y avait ce volet patrimonial et peut-être effectivement qu'une participation, et c'est ce que nous avons dit en tant qu'élus de l'opposition, peut-être qu'une participation de la ville et du Grand Reims aurait été bienvenue. Le département gère également la restauration scolaire. Faut-il la rendre gratuite, mettre plus de bio dans les cantines, Monsieur R ? Le bio, je vois ça au niveau de la région, avec les lycées, le bio, la plupart des élèves, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent souvent, c'est leur steak frites. Il y a toute une éducation à faire, d'autant plus que le bio, ça se paye. C'est peut-être aussi le rôle du département. Oui, mais quand vous offrez du bio, il faut savoir que c'est le contribuable qui paye la différence, parce que souvent, c'est plus cher.
Donc vous ne voulez pas non plus rendre on n'a rien gratuite contre, la cantine. mais il faut laisser la liberté de choix. Il ne faut pas imposer des menus spéciaux pour le bio ou pour d'autres, comment dirais-je, d'autres Pas de bio clientèles dans les également. assiettes pour vous. Non, Okay. pas de bio, pas spécialement, pas contre. Mais je pense que les besoins dans les collèges, c'est d'abord la sécurité, comme je le disais. On l'a compris. C'est la priorité des priorités pour nous. Le reste, ça fait des années qu'on en entend parler du bio. Par contre, les circuits courts, nous sommes pour. Parce que c'est un bon moyen de C'est favoriser... pas antinomique. Non, ce n'est pas antinomique, mais il ne faut pas confondre le bio et les circuits courts. Ce n'est pas la même chose. Hein. Nous sommes pour, parce que notamment pour favoriser les entreprises locales. La préférence locale est interdite dans le Code des marchés publics grâce à l'Union européenne que vous soutenez tous. Mais ce qu'on peut faire, c'est jouer sur l'empreinte carbone pour pouvoir favoriser les entreprises du coin. Voilà pour cet exemple. L'écologie de manière plus générale au sein des établissements scolaires, des collèges. Donc, Peter L'Enfant, vous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous voulez poursuivre sur cette thématique ? Donc effectivement, oui, du développement durable. Donc on a le choix entre faire de l'écologie idéologique ou faire de l'écologie pragmatique. Aujourd'hui, l'écologie pragmatique, c'est le développement durable. Donc aller vers cette direction, je pense que c'est une nécessité. Mais même plus globalement, c'est comment on repense nos politiques publiques, et notamment départementales, comment on prend toujours, mais alors absolument toujours en compte le développement durable. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on aura déjà avancé dans une très bonne direction. Et après, je voudrais simplement rebondir aussi sur le propos de M. R. Un steak frites peut très bien être bio, tout simplement. On peut très bien imaginer avoir du circuit court et du bio tant que cela n'est pas répercuté sur les familles. Alors si le département suit derrière, on doit aussi aller dans cette direction. Allez-y, c'est Pour à les vous. cantines scolaires, deux choses. Bien évidemment, du bio, des circuits courts, mais pour cela, il faut soutenir et avoir un plan pour la diversification et la relocalisation de nos maraîchers, si on veut réussir ce pari. La deuxième chose, c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur, puisque j'ai défendu ce projet pendant les 6 dernières années de mon mandat, c'est le prix, le tarif de la cantine, qui est le même pour tous les enfants du département, mais égalité ne veut pas dire équité. Et nous devons aujourd'hui, et la crise sanitaire a amplifié les inégalités des femmes seules avec leurs enfants et la précarité, nous devons fournir à nos enfants le minimum d'un repas chaud par jour et équilibré. C'est pourquoi, avec le Printemps Marnais, nous proposerons, comme nous l'avons déjà proposé, comme je l'ai déjà souvent proposé, le tarif progressif de la cantine pour arriver à 1 € pour nos familles les plus précaires et les plus fragilisées. Monsieur Moyen, la gratuité ou en tout cas un tarif préférentiel. L'écologie dans les collèges, globalement, c'est d'abord toute la rénovation énergétique. 4 millions d'euros cette année, en 2021, pour ça. Ensuite, ce sont effectivement les cantines, la restauration scolaire, avec le manger mieux. Voilà. Et ce manger mieux, il a un coût. Mais nous sommes sur la bonne voie, puisque aujourd'hui, 25 collèges sur 47 utilisent 25 produits de proximité pour composer les repas de ces restaurations scolaires. L'objectif dans 2 ans, c'est la totalité des collèges à 50% de produits en proximité, consommés local, circuit court. C'est ça notre objectif. Mais ça a un coût. Et pour que ce coût il ne pèse pas sur les familles ou sur les budgets des établissements, c'est nous qui allons le prendre en compte. Donc on ne peut pas aller vers une tarification du repas à 1 €, comme c'est évoqué à d'autres moments. Je rappelle que le tarif il est à 3,40 €, qu'un repas ça coûte 8 €, ça fait 8 millions d'euros d'aide pour les familles déjà, hein, parce que c'est de l'argent public. L'argent public encore. 3e partie, les transports, les routes et les airs. Commençons par le lent décollage de l'aéroport Paris-Vatry, propriété du département. Il est en déficit chronique depuis sa création en 2000. Faut-il continuer à le financer, Pascal Air? Nous, c'est clair. Depuis le début, nous avons toujours combattu le financement public par la région de l'aéroport de Vatry, de même au département. Nous estimons que c'est un gâchis financier depuis des années, qu'il ne décolle pas du tout. Bon, bien sûr, il peut dire merci au virus, mais on ne va quand même pas demander au virus de revenir tous les ans pour que Vatry fonctionne. Donc nous, c'est clair et net, c'est non au financement public de Vatry. On préfère garder ces millions d'euros qui tombent dans les poches de Vatry pour nos personnes âgées ou nos personnes handicapées. Peter L'Enfant. Voilà. Vous partagez le point de vue de monsieur R? Non, absolument pas. L'aéroport de Vatry est une véritable richesse pour notre territoire. Aujourd'hui, c'est vrai que la pandémie l'a montré, il faut se tourner vers le fret. Abandonner
à courte échéance le transport de voyageurs, mais se tourner vers le fret, je pense que c'est vraiment la porte qui peut permettre de dynamiser l'aéroport de Vatry. C'est la direction prise par le département actuellement. Adoum Melarenstank. Alors Vatry, oui, c'est 3 millions de déficit chronique depuis des années, c'est 2 millions pour l'année prochaine. Mais grâce notamment au transport de matériel chirurgical pendant la crise, mais pas seulement, je sais, pas seulement. Mais en tout cas, c'est 800 emplois directs et indirects sur notre territoire. Vous confondez l'aéroport et la zone de fret. On ne peut pas, d'un revers de main... C'est pas la même chose. La zone de fret routier existait avant l'aéroport. Aéroport qui licencie. Si vous le permettez, à aucun moment... Pardon, mais si vous le permettez, à aucun moment, je ne vous ai coupé. Il y a débat ou il n'y a pas débat? Il y a débat, mais je crois qu'il s'est fait dans la courtoisie. À aucun moment, je ne vous ai coupé. Je ne vous adresse pas, madame. Vous me coupez la parole, monsieur. Excusez-moi. Voilà. Je ne serai plus un coupe-parole, je serai un porte-parole du RN. Bref. Allez-y, oui. Donc on ne peut pas, comme Monsieur R le prétend, balayer d'une main l'aéroport de Vatry et le fermer tout simplement et le laisser ainsi telle une friche. Par contre, ce que l'on peut faire, effectivement, c'est retrouver un équilibre budgétaire le plus rapidement possible. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Et puis, en faire également l'endroit privilégié d'un développement de l'emploi vert et par exemple, le recyclage d'anciens avions, et ce qui nous permettrait de créer encore plus d'emplois. Alors la position que vous avez, c'est justement celle du fret. On arrête complètement les vols passagers. Il existe encore quelques liaisons aujourd'hui. On n'arrête pas les vols passagers, mais clairement, la stratégie qui est la nôtre, c'est des vols passagers, oui, mais sans aide publique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au niveau du fret, nous étions à 3 000 tonnes en 2019. Nous sommes passés à 12 000 tonnes en 2020, dont 3 000 tonnes de produits sanitaires. Ça veut dire que la progression, elle n'est pas liée à ce virus qui a permis de donner un coup de projecteur sur l'aéroport, mais n'a pas joué sur la quantité de tonnage de fret. Et aujourd'hui, les perspectives pour 2021, elles sont de 30 000 tonnes de fret pour cette année. Ça veut dire que nous allons vers l'équilibre, peut-être d'ailleurs dès la fin de cette année, mais je le prévois plutôt pour 2022. Après, au niveau du département, on met 1 million d'euros pour le fonctionnement. Attendre 20 ans pour arriver à trouver sa vitesse de croisière. Nous avons été patients, nous avons surtout revu la stratégie pour effectivement nous orienter vers le fret. Ces 800 emplois sur la zone d'activité, ils sont clairement liés au développement de l'aéroport. Ce sont des logisticiens et des entreprises de transport. Clairement, cet aéroport est un atout pour la Marne. Et juste dire que quand on évoque 1 million d'euros pour le département ou 2 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités, les recettes de TVA qu'a généré cet aéroport, donc de l'argent public, pour la France, au mois de mai, ce sont 3,4 millions d'euros. 3,4 millions d'euros pour le mois de mai, alors que sur une année, nous mettons 2 millions d'argent public. Allez, on poursuit avec la gestion des routes. 4200 km de voirie dans la Marne, gérée donc par le département. Pour ou contre le retour des 90 km/h sur certains tronçons, monsieur R? Nous, tout à fait pour le retour aux 90 km/h. Ça, il n'y a pas de problème, c'est une position générale du Rassemblement national. Vous partagez cette position avec monsieur Bruyant. C'est le cas également, Peter L'Enfant. Alors moi, à titre personnel, j'étais contre effectivement le passage aux 80 km/h. Après, la volonté politique a été de mettre à 80 km/h. Aujourd'hui, les chiffres semblent plutôt d'accord, en tout cas avec cette position. En tout cas, on voit que les accidents sont causent nettement moins de morts, ou en tout cas, maintenant, je pense que voir un retour à 90 km/h général, ça me semble très compliqué, voire impossible, mais il ne faut pas non plus s'interdire sur certains tronçons, en tout cas, de revenir à ces 90 km/h. On peut dire ce que l'on va faire. Oui, très rapidement, parce qu'en termes de temps de parole, si vous voulez poursuivre... Écoutez, voilà, je ne voulais pas en faire un argument de campagne, mais effectivement, j'ai lancé la procédure au printemps. Le préfet a réuni la commission départementale de prévention routière. C'est la voie que vous prenez. Plus de 20 tronçons, plus de 500 km de routes départementales, dites confortables, sécurisées, vont repasser aux 90 km/h au début du mois de juillet, parce que j'ai entendu les attentes de nos concitoyens dans le monde rural, mais simplement 500 km sur la totalité du réseau. Vous étiez d'accord pour ça? Non. En fait, là où ces messieurs ont l'air d'accord, je voudrais simplement rappeler que la vitesse reste la première cause de mortalité sur nos routes.
Ça, c'est une chose. Donc la gauche est contre. Non, Alors, je dis la gauche que vous je vais aller au représentez. bout de mon parce que c'est très important. Et je crois qu'il faut quand même porter une oreille aux associations de défense des accidentés de la route qui nous ont alertés. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que le passage des 80 km/h s'est fait à la suite d'un mois d'août extrêmement mortel. Ça, c'est une réalité. Très rapidement, que oui, faut-il et faire ? juste pour finir, nous, ce que nous regrettons au Conseil départemental, c'est qu'il n'y ait pas eu ni débat, ni concertation dans cette prise de décision, en fait. Très bien. Dernière partie de ce débat, les équipements sportifs et de loisirs. Le département a contribué à hauteur de 5 millions d'euros dans le complexe aqualudique de Reims, par exemple. Alors, comment équilibrer le territoire entre les infrastructures en ville et à la campagne ? Pascal Air. Vous posez le problème de l'aménagement du territoire, qui est à la fois une compétence régionale et une compétence départementale, puisque le département a pour compétence l'aménagement rural. Moi, ce que je constate au bout de 6 ans de mandat, c'est que c'est toujours Reims qui absorbe le département de la Marne. Il y a un déséquilibre flagrant entre Reims et le reste de la Marne depuis bien avant M. Bruyant. Et ça n'a toujours pas été résolu. Or, un véritable aménagement du territoire, il vise à rééquilibrer les territoires. Et c'est pour ça que notre priorité, nous, ça sera les petites communes et les moyennes communes. Pour la sécurité et pour l'aménagement du territoire. Un exemple concret pour les petites communes. On les aidera à s'équiper en vidéosurveillance pour lutter contre l'insécurité. On les aidera également à embaucher éventuellement sur la base de l'article 29 du Code de procédure pénale pour la sécurité. Et au-delà de la sécurité, les loisirs, la culture. Pour le reste, vous savez, tout le monde intervient en la matière. La région, les communautés de communes, les intercommunautés. Non, le département, on interviendra comme le fait actuellement M. Bruyant. Quand il fait des choses bien, nous le disons, mais il fait que son travail. Il est payé pour ça. Nous, ce on veut, c'est une vision politique en plus de ce qui est fait tous les jours, quotidiennement. Donc oui, au sport, oui, aux équipements touristiques, bien évidemment. Peter L'Enfant, il ne fallait pas donner 5 millions d'euros pour le complexe aqualudique de Reims ? Aujourd'hui, la Marne manque cruellement d'attractivité. On a du mal à l'avoir comme une image de marque, on a du mal à en faire un lieu de destination plus qu'un lieu de passage. Aujourd'hui, c'est les touristes qui viennent mais qui ne s'arrêtent pas. Alors créer des pôles autour de Reims, autour de Épernay et autour de Châlons, je trouve ça plutôt pertinent, effectivement. Au moins pour amener aussi bien les Français que les étrangers à venir découvrir notre territoire. Alors comment on équilibre tout ça ? Comment vous feriez ? Question très pertinente. Alors effectivement, et puis réponse un peu complexe, mais je pense que trouver un équilibre, ça demande du temps. Ça demande du temps, mais rien ne nous empêche d'avoir des complexes comme le nôtre, aqualudique, ou des salles, à Reims, tout en permettant aux villages aux alentours d'en bénéficier. Adoum Bella-Einstein, et puis ensuite, je vous laisserai conclure sur le complexe aqualudique. Concernant effectivement l'aménagement du territoire, le département accompagne les communes qui nous sollicitent. Alors là où on peut aider à ce qu'il y ait un équilibre entre les grandes villes comme Reims, c'est surtout qu'en fait, quand on parle aux maires des petites communes, ils souffrent en fait, ce dont ils ont besoin, c'est d'aide technique et d'ingénierie pour pouvoir monter leur dossier. Mais quand ils ont des demandes, le département, dans sa mission, le fait, les aide effectivement pour développer le territoire. Donc c'est plutôt pour pallier ces inégalités, c'est en amont de les aider à concrétiser leur projet avec de l'aide d'ingénierie et une aide technique. Vous vouliez dire un mot, Pierre ? Juste, je rappellerai quand même que sur le domaine de Commétreuil, il y a un projet où les maires essaient justement de monter tout ça, et jusqu'ici, vous étiez contre. Et alors que c'est un projet quand même qui permettrait... complexe hôtelier, c'est ça ? Exactement. Alors je veux bien en parler. Exactement. Parce qu'il ne vous a pas échappé que je n'étais pas présidente du conseil départemental et qu'il y a des propositions qui ont été faites et des propositions qui sont faites dans le cadre du Printemps Marnais. Nous, ce que nous aurions souhaité pour Commétreuil, c'est d'en faire un grand centre d'éducation pour nos enfants. Voilà, on appelait ça un peu des centres de colonies de vacances. En tout cas, c'était plutôt dans de l'éducation à la nature, et c'est plutôt ce projet-là que les écologistes au sein du Printemps Marnais portent. Une réponse pour ces deux projets. On commence par le complexe aqualudique de Reims, monsieur Bruyant. Alors, nous n'avons pas aidé que ce complexe. Nous aidons tous les projets structurants qui ne concernent pas simplement la ville où ils sont implantés, mais les habitants de la Marne et même au-delà.
la piscine à Vitry-le-François, celle de Sainte-Menehould, l'université à Châlons-en-Champagne, un musée à Ailly, un centre d'interprétation à Épernay aussi, et puis comment faire par rapport aux communes rurales. Mais c'est exactement ce que nous avons fait. Ma première décision en 2017 a été de permettre le cumul des subventions de l'État et du département. Ce n'était pas le cas, et c'est de cela qu'ont besoin les collectivités pour monter des projets, c'est d'avoir du soutien financier. C'est ce que nous avons fait, et les communes rurales le disent toutes, ça a été la plus belle mesure qu'elles aient vécue. Nous doublons ainsi, et nous sommes à peu près à 13 millions d'euros consacrés à l'aide aux investissements dans les communes pour des équipements culturels, sportifs, des mairies, des équipements techniques, de tourisme. C'est une belle réussite de notre mandature. Ensuite, sur le domaine de Commétreuil, le département, la région, les présidents, la présidente du Grand Reims a suivi l'avis du maire de la commune concernée parce que ça nous paraît important de respecter la volonté locale. Je voudrais juste souligner que ce complexe hôtelier, il n'empêche pas le domaine d'être accessible à tout public gratuitement, gracieusement. Alors que le projet, qui est un beau projet également, mais qui n'a pas été retenu par le conseil syndical du parc naturel de la montagne de Reims, c'est un vote démocratique, et dans ce cas-là, le parc serait resté ouvert, mais moyennant un ticket d'entrée. Il faut le préciser. Monsieur R, sur cette question de l'aménagement du territoire, quel type d'équipement il manque? Voilà, non mais attendez. L'aménagement du territoire, c'est de ne pas donner sans arrêt de l'argent, par exemple, au Grand Reims, au détriment des petites communes. Parce que quand vous donnez de l'argent à Reims... Mais le Grand Reims, c'est à peu près la moitié de la population de la Marne. Oui, mais attendez, quand vous donnez de l'argent à Reims, automatiquement, c'est de l'argent en moins pour les petites et moyennes communes. Ça, vous confortez, vous gravez dans le marbre les déséquilibres territoriaux. C'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais préciser ce que disait madame, l'assistance aux petites communes, ça existe déjà, c'est dans la loi, c'est dans le Code général des collectivités. J'ai même l'article devant moi, c'est le 32-32-11. C'est le département qui doit fournir une assistance technique aux petites communes. Hélas, depuis qu'on a supprimé certains services de l'État, les maires sont un peu dépourvus. Donc nous sommes à fond pour l'assistance et nous continuerons en amplifiant cette action pour aider les petites communes et les moyennes communes. Ça, c'est clair. Et nous nous fonderons sur ce comment en faisant une enquête auprès de tous les maires pour savoir ce dont ils ont besoin. Une sorte de recensement. Oui, une sorte de recensement. Il faut aller au plus près du terrain. Ce n'est pas aux bureaucrates de décider, c'est aux maires de dire, aux maires, aux conseils municipaux, aux populations. Et puis s'il y a un partage, s'il y a des litiges, on fait un référendum sur la commune. C'est comme ça doit fonctionner, au plus près du terrain, avec les élus locaux de base. Un référendum, comme le suggère Monsieur R. Est-ce que vous partagez son point de vue ? Compliqué à mettre en place, même si je suis effectivement pour aller à l'écoute des gens et pour refaire monter des projets du terrain. Après, à voir comment tout cela peut s'agencer. Je ne suis pas forcément contre, mais de l'écoute. Effectivement, je partage au moins ce point, de l'écoute. Très rapidement. Plus de démocratie participative, oui, bien évidemment, quand on est de gauche. Alors, des budgets participatifs, des concertations, comme des conseils de canton pour faire remonter la volonté de... Parce que avoir la parole que d'élection en élection, ce n'est pas suffisant. Oui, intégrer de... Ce travail de terrain, oui, vous êtes plutôt pour ? Bien sûr, bien évidemment. Je rappelle simplement que vous étiez quand même déjà élu et rien ne vous empêchait d'aller sur le terrain depuis toutes ces années. Mais nous l'avons fait. Ce débat touche à sa fin, je suis désolée. Je vous propose de conclure. Vous avez chacun 1 minute pour nous faire part de votre projet pour le département de la Marne, de votre mesure phare. Et c'est donc Christian Bruyant qui commence. Ainsi, on a décidé le tirage au sort. C'est parti, 1 minute. C'est à vous. Écoutez, j'aurais voulu vous parler davantage des sapeurs-pompiers, des routes, des collèges, du handicap. Mais voilà, 52 minutes, ça passe très vite. Et donc, je n'ai qu'un message, c'est voter et faites voter dès le 20 juin prochain pour éviter que cette élection, elle ne soit confisquée sur des enjeux nationaux, alors que le département, c'est le siège de politique locale en lien direct avec les attentes de nos concitoyens au quotidien. C'est là qu'est le rôle du département. Nous sommes sur le terrain en permanence pour défendre 3 idées pour ce qui nous concerne, Ensemble pour la Marne, à savoir la solidarité vis-à-vis des personnes les plus fragiles, l'attractivité de la Marne et de toute la Marne. C'est pour ça que nous avons renforcé nos aides vers le monde rural, et puis une ambition dans le domaine de la préservation de l'environnement qui soit de plus en plus forte. Voilà. Il vous reste encore 10 secondes, c'est tout ? Un seul mot ? Je crois en ce département, en ses atouts. Nous avons fait beaucoup et nous ferons encore beaucoup à l'avenir si les électeurs nous font confiance.
Voilà, eh bien je crois que c'est fini maintenant. Merci. Adoumbela Redstink, c'est à vous. Alors plutôt que prendre ce temps pour vous faire une réponse classique de vote utile pour cette union de la gauche et des écologistes dont nous sommes très fiers, le Printemps Marnais, je voudrais quand même poser une question que beaucoup de parents doivent se poser. C'est qu'avons-nous fait pour notre jeunesse pendant cette pandémie ? La jeunesse a connu cette crise, a été impactée fortement et aujourd'hui elle est dans une précarité économique très grave. Et nous, au Printemps Marnais, nous ne nous résignons pas à voir nos jeunes aller enfler les files d'attente de secours alimentaires alors qu'ils devraient se préoccuper de construire leur avenir. C'est pourquoi nous porterons, avec l'association départementale de France, l'ouverture des droits du RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans. C'est une situation d'urgence. À une situation d'urgence, il faut une réponse d'urgence, au moins pour ce temps de crise. Eh bien voilà, vous avez fait votre temps, c'est parfait. Et on poursuit avec Peter L'Enfant. Vous avez donc vous aussi 1 minute. Alors oui, nous le savons, la plupart des Rémois et des Rémoises, et même plus des Marnais et des Marnaises, sont lassés de la politique. Et vous en avez certainement marre d'entendre des messages vides de sens. C'est pourquoi, avec AFIDA, nous souhaitons vous proposer un projet concret, pragmatique et surtout réalisable. Nous n'allons pas jouer sur les peurs de chacune et chacun. Nous allons proposer des solutions que le conseil départemental est capable de mettre en œuvre. Alors oui, on va travailler. On va travailler en travaillant sur la question du handicap vieillissant, question qui n'a toujours pas été soulevée depuis un certain nombre d'années. Nous allons travailler sur les résidences intergénérationnelles. Nous voulons valoriser l'engagement citoyen des jeunes auprès notamment du SDIS. Nous voulons faire de la Marne enfin une image de marque, qu'elle soit ce lieu de destination qu'elle mérite tant. Donc voilà, les 20 et 27 juin prochains, je ne peux que vous inviter à voter, bien sûr, et à faire voter Peter L'Enfant et Afida Ngatassiato. Voilà, il vous reste encore 3 secondes. Un mot, un seul mot. Un seul mot. Bon, écoutez, voilà, vous aviez 10 secondes, mais on poursuit, c'est pas grave. On avait presque fait notre temps. Allez, Pascal Air, à vous de conclure. Oui, alors moi, contrairement à M. Brien, j'estime que la Marne ne vit pas en vase clos et qu'elle s'insère dans un pays qui s'appelle la France et ce département subit les conséquences d'une politique nationale. Il est donc tout à fait légitime que les 20 et 27 juin, eh bien, si vous voulez dire non à Macron, si vous voulez dire oui aux idées du Rassemblement national, si vous voulez que nos élus vous représentent au conseil départemental et vous défendent concrètement, eh bien, il faut voter pour les élus, les candidats du Rassemblement national. Vous savez, un élu de droite ou un élu de gauche de plus, ça ne changera strictement rien. Ils sont tous d'accord sur l'essentiel, sur Vatry, sur l'immigration dans l'insertion, etc., etc. Les élus du RN sont là pour défendre d'abord les Français et c'est leur unique souci. Vous avez encore 20 secondes. Nous, pour plus de sécurité, moins d'immigration, plus de justice sociale, ça c'est très important, plus pour les handicapés, plus pour les personnes âgées et plus pour nos pompiers. La Marne étant le seul département où le SDIS ne soit pas vraiment financé à 100% par le département. Et c'est fini. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir échangé, de nous avoir donné la vision de votre parti sur le département de la Marne. Premier tour de ces élections départementales le dimanche 20 juin. On vote également, je le rappelle, pour les régionales. Tout de suite, le débat consacré aux Ardennes est présenté par Nicole Fachet. Restez donc avec nous, la soirée continue sur France 3 Champagne-Ardenne. À bientôt.